Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais essayer de vous présenter les facteurs de risque que les femmes peuvent confronter face à l'avortement. Donc, comme on l'a dit ce matin, dans l'opinion, on pense souvent qu'une femme qui avorte le fait tout simplement parce qu'elle serait tombée enceinte à un moment où elle n'aurait pas souhaité avoir d'enfant. Donc finalement, on s'intéresse peu aux conséquences et aux circonstances qui ont poussé la femme à avorter. Et quand on regarde le nombre d'avortements qui sont pratiqués, comme ça a été dit ce matin, donc depuis la légalisation de l'avortement, plus d'1 milliard d'avortements ont été pratiqués. Donc on se rend bien compte que l'avortement pose souci, et par sa fréquence et sa gravité. On peut notamment se demander pourquoi une femme qui va tomber enceinte et qui donc serait dans une grossesse non désirée avorterait alors qu'une autre dans la même circonstance n'avorterait pas. Comme on le disait ce matin, donc, les avortements sont très nombreux et on voit que dans nos sociétés occidentales, l'avortement est particulièrement pratiqué. Et quand on regarde le taux d'avortement au niveau mondial, donc il est de 28 pour 1000 femmes, alors qu'en Europe, le taux est également sensiblement le même, donc de 27 pour 1000. Et donc quand on observe que 30% des grossesses se terminent par un avortement, il faut se poser vraiment la question de savoir pourquoi. Et quand on se pose cette question, ça nous permet de pouvoir proposer des moyens de prévention et des solutions alternatives à l'avortement. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que l'avortement intervient toujours dans un contexte, que ce soit un contexte sociologique, économique ou culturel, et que finalement ce contexte va engendrer une détresse chez la femme, et cette détresse va pousser la femme à avorter. Et ensuite de ça, l'avortement, lorsqu'il est pratiqué, il y a des conséquences qui sont importantes chez la femme, mais également chez les enfants à naître ultérieurement et également chez le partenaire. Donc pour venir plus en détail sur les facteurs qui influent sur la décision d'avorter, donc tout d'abord s'agissant des facteurs à risque qui concernent l'environnement de la femme. Donc on a pu évoquer ça rapidement ce matin, la précarité économique. Nécessairement, une femme qui se trouve dans une précarité économique aura une propension plus forte à avorter. Et donc, selon différentes études qui sont menées un petit peu partout en Europe, par exemple, en France, on voit que 37,5% des femmes qui n'ont pas de mutuelle ont déjà subi des avortements répétés, donc déjà plusieurs reprises. En Belgique, par exemple, où on regarde au niveau de la couverture sociale, on se rend compte que les femmes qui n'ont pas de couverture sociale, donc 30% des femmes qui avortent n'ont pas de couverture sociale et 15% des femmes qui avortent invoquent des raisons financières et matérielles. On peut prendre également le cas du chômage, et là on prendra l'exemple encore de la France, où près de 50% des femmes qui avortent sont au chômage. Et on se rend compte que malheureusement, ces taux-là vont augmenter puisque de 90 à 2011, on est passé donc de 27% à près de 43%. Donc ça ne va pas en s'améliorant et au contraire. On peut voir également que les étudiantes sont particulièrement confrontées à l'avortement. Et si on regarde sur le cas de la France, par exemple, près de 20% des femmes qui avortent sont étudiantes. Et on se rend compte également que le niveau d'études peut être aussi problématique, mais dans le sens inverse, avec l'exemple de l'Italie, où 92% des femmes qui avortent n'ont pas de diplôme universitaire. Une autre catégorie qui va être particulièrement touchée par l'avortement va être les célibataires. Donc les femmes célibataires, avec l'exemple du Pays de Galles et de l'Angleterre, où on voit que 81% des femmes qui avortent sont célibataires. Donc c'est vraiment des taux qui sont même effrayants. On peut également parler de la pression de l'entourage, et donc une étude allemande a montré que 29% des femmes qui avortent ont invoqué une pression de leur partenaire. Et s'agissant des adolescentes, là le taux est beaucoup plus important, avec un exemple en France où 46% des adolescentes disent avoir avorté sous l'influence de la famille et de leur entourage.
Donc, quand on observe ces différentes informations, on se rend compte que selon qu'on soit étudiante, dans la précarité économique, au chômage ou célibataire, nécessairement il y aura un risque plus élevé à avorter. Mais de faire uniquement le constat de se dire bon bah, c'est parce qu'une femme se retrouve dans cette situation-là qu'elle va avorter serait également trop simpliste. Il y a également d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, et notamment la société dans laquelle la femme évolue. Et on verra que selon la place qui est donnée dans la famille dans laquelle la femme évolue, les conséquences et les observations vont être différentes. Donc, pour parler des sociétés dans lesquelles on voit une perdition de l'institution familiale, donc on peut remarquer que dans la plupart des pays de l'Union européenne, l'institution familiale est en perdition. Donc si on regarde les taux qui sont donnés, donc le taux de mariage dans l'Union européenne a diminué de moitié de 1965 à 2011, où on est passé de 7,8 à 4,5 mariages pour 1000 personnes. Et en parallèle, quand on regarde le taux de divorce, lui, a doublé et est passé de 0,8 à 2 pour 1000 personnes. Donc si on se base sur ces taux-là, on peut comprendre aisément que le nombre de personnes et les couples vivant en concubinage ont nécessairement augmenté, et que donc par définition, le nombre d'enfants qui naissent hors mariage augmente également. Donc en Union européenne, on voit que en 20 ans, le nombre d'enfants qui sont nés hors mariage atteint les 40%. Et quand on prend finalement cet affaiblissement de la structure familiale, on comprend pourquoi le taux d'avortement va augmenter dans ces pays-là. Et comme le dit justement Nathalie Bajos, qui est sociologue et directrice de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en devenant la norme, l'instabilité conjugale entraîne un fort recours à l'avortement, puisque la situation conjugale instable est l'une des causes principales de l'avortement. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, les célibataires sont particulièrement concernés par l'avortement. On peut expliquer cette instabilité familiale par la jeunesse sexuelle qui dure beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on voit que la moyenne du premier rapport sexuel va avoir lieu à l'âge de 17 ans. Et quand on regarde une comparaison entre les années 1970 et 2006, on voit que les femmes sont passées d'une moyenne de 1,8 partenaires à 4,4 partenaires. Et alors qu'avant 70% des femmes indiquaient que le premier partenaire était devenu leur conjoint, aujourd'hui il n'y a plus que 20% des femmes qui peuvent dire la même chose. Donc nécessairement, on voit que les rapports sexuels précoces ont augmenté et ont une incidence sur le taux d'avortement. Et ce constat peut s'expliquer notamment par le fait que la contraception déjà a été légalisée, mais également par la banalisation de la sexualité, qui peut s'expliquer notamment par la démocratisation des cours d'éducation sexuelle, qui viennent donc de plus en plus tôt. Et on va citer un exemple qui est particulièrement parlant en Suède, où les cours d'éducation sexuelle ont été démocratisés donc dans les écoles déjà depuis 1942. Donc si on s'en tient à la thèse qui voudrait que plus il y a de cours d'éducation sexuelle, moins les jeunes auront des rapports sexuels qui seraient non protégés, donc il y aurait moins de grossesses non désirées et donc moins d'avortements. Et bien quand on regarde les chiffres, le constat est totalement l'inverse. Et donc avec la Suède qui est très parlant, on voit que le taux de grossesse, pourtant en Suède où les cours d'éducation sexuelle sont arrivés très tôt, le taux d'avortement est l'un des plus élevés d'Europe, avec 29 pour 1000 en 2010, alors que la moyenne de l'Union européenne est de 12 pour 1000. Et 69% des grossesses des adolescentes se terminent par une IVG en Suède. Et donc c'est pour la même raison que le taux d'avortement en Suède va être très important, et il atteint 15 pour 1000, donc bien plus élevé que pour l'Union européenne. A l'inverse, quand on regarde les pays où la stabilité familiale est forte, on voit que l'avortement est bas. Et donc les pays qui vont être concernés par cela seraient l'Irlande, l'Italie ou encore la Pologne.
Et on peut expliquer ça notamment par le fait que la famille reste un des buts principaux de la vie pour les personnes habitant dans ces pays-là. Et donc la famille est plus importante même devant le travail et les loisirs. Et on sait que ça n'est pas le cas de la majeure partie de nos sociétés aujourd'hui. Donc, ce qui est important aussi de souligner, c'est que les pays dans lesquels l'institution familiale est encore forte sont des pays qui sont à majeure partie chrétiens, donc où plus de 80% de la population est chrétienne. Et donc forcément, ça contribue à garder un taux de mariage qui est important. Et donc si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'instabilité conjugale a pour conséquence de provoquer des avortements. Donc si le taux de mariage est important, nécessairement le taux d'avortement va être plus bas puisque les femmes mariées ont moins recours à l'avortement que les femmes célibataires ou en concubinage. Et on peut citer l'exemple de la Pologne où le taux de mariage est de 4,7 pour 1000 alors que la moyenne européenne est de 4,5. Et on peut également citer l'Irlande où le nombre de mariages augmente alors que dans la plupart des pays, le nombre de mariages diminue. Et l'Irlande est également à féliciter sur le fait que le nombre de divorces est très bas. Donc on a un taux de divorce de 0,6 sur 1000 alors que le taux européen est de 2 divorces pour 1000 personnes. Donc quand on fait un constat pareil, et c'est intéressant de préciser que donc en Italie ou en Irlande, les cours d'éducation sexuelle sont arrivés très tard ou sont même voire inexistants. Donc en Irlande, ils sont apparus en 2003 et en Italie, il n'y a même pas de loi sur les cours d'éducation sexuelle. Et pour autant, en Italie, le taux d'avortement des mineurs est l'un des plus bas en Europe avec 4,4 avortements pour 1000 femmes. Donc quand on regarde ce différent constat, on voit bien que ce qu'on essaye de nous faire croire est faux et on arrive même à des conséquences complètement inverses. Et pour revenir sur l'exemple qui a été cité tout à l'heure par Gregor Pepink sur la campagne d'abstinence qui avait été menée aux États-Unis, on peut voir à quel point la société a une influence sur le taux d'avortement. Donc les États-Unis sont un des pays où le taux d'avortement va être le plus élevé, enfin l'un des plus élevés des pays développés. Et pour autant, cette campagne d'abstinence a permis de baisser le taux de grossesse adolescente par moitié. Donc on est passé de 117 à 57 grossesses pour 1000 adolescentes. Donc on voit bien que la société a un poids et que le statut sociétal qui va être donné à la famille dans la société peut avoir une importance sur l'avortement. Il va être intéressant de voir aussi la place qui va être donnée à la contraception dans la société pour voir l'impact sur le recours à l'avortement. Donc quand on regarde les pays où le taux de contraception est important, donc ce qui se dit aussi encore une fois dans l'opinion, c'est que dès lors que la contraception va être importante, par définition il y aurait moins de grossesses non désirées et donc par définition il y aurait moins d'avortements. Là encore, on constate totalement l'inverse. Donc pour citer juste deux exemples, donc en France, où uniquement 3% des femmes n'ont pas recours à la contraception, on atteint un taux d'avortement de 15,6 pour 1000, donc au-delà de la moyenne européenne. Et la Suède, encore une fois, qui est décidément une mauvaise élève, où le taux d'avortement atteint 20,2 pour 1000 femmes, alors que le taux de contraception est important et atteint 71,3%. Et malheureusement, on constate que les jeunes femmes sont d'autant plus touchées par l'avortement, et le taux d'avortement chez les jeunes de 20 à 24 ans atteint 29,6 pour 1000. Je rappelle que la moyenne est de 12 pour 1000 en Union européenne. Et finalement, quand on voit que l'âge de la maternité est de 30 à 31 ans, et donc en Suède à 31 ans, on comprend que les femmes aient recours à l'avortement, et même de manière répétée. Et on peut voir qu'en Suède, par exemple, 43% des femmes qui ont avorté avaient déjà avorté auparavant. Donc nécessairement, quand le premier rapport sexuel va commencer à 17 ans et que l'âge de la maternité atteint 30-31 ans, on peut comprendre que les femmes aient recours plusieurs fois à l'avortement.
En parallèle, les pays qui ont un faible taux de contraception, contrairement à ce qui pourrait se laisser penser, vont avoir un faible taux d'avortement. On peut prendre l'exemple de la Biélorussie et de la Russie. Donc si on compare ces deux pays qui ont donc des similitudes historiques, démographiques et culturelles, on peut voir que suite à la chute du communisme, le taux d'avortement a radicalement chuté. Donc en Biélorussie, on est passé de 106 à 13,5 pour 1000, alors qu'en Russie, on est passé de 114 à 32 pour 1000 uniquement. Pour autant, la Biélorussie a un taux de contraception qui est inférieur à la Russie. Donc en Biélorussie, il y a uniquement 74,4% de femmes qui utilisent une méthode contraceptive, alors qu'en Russie, il y en a 77%. Et pour autant, le taux d'avortement est plus bas en Biélorussie. Et pour citer l'exemple de la Pologne, qui est assez impressionnant, le taux d'avortement n'est que de 0,09 pour 1000. Donc on pourrait dire, ah bah oui, mais il y a une loi restrictive en Pologne qui est passée en 93, et pour autant, bien avant cette loi, donc de 89 à 92, donc la loi n'avait pas encore été prise, eh bien il y avait déjà eu une diminution flagrante du taux d'avortement qui était passé de 8,8 à 1,2 pour 1000. Et pourtant, le taux de contraception en Pologne est bas. Il est à 70,5 et la moyenne européenne est de 72%. Alors on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'une politique publique qui viendrait nous dire que le taux de contraception élevé permettrait de diminuer le taux d'avortement et pour autant obtiendrait des résultats tout à fait inverses. Alors ça peut déjà s'expliquer par le fait que les méthodes contraceptives vont être prises de manière incorrecte. Différentes études montrent que au cours de la vie sexuelle, il peut y avoir 1,8 échecs au niveau de la prise d'une méthode contraceptive, ou encore une autre étude vient montrer que 76% des femmes qui avaient avorté prenaient pourtant la pilule mais l'avaient pris de manière incorrecte. Il y a une expérimentation qui a été menée sur les femmes en leur envoyant un texto pour leur faire penser à prendre la pilule, et pour autant on a vu qu'il y avait quand même 4,7 fois d'erreurs par cycle. Donc les femmes oubliaient malgré tout de prendre leur pilule malgré ce message de rappel. Et l'OMS est venu préciser que même si toutes les femmes utilisaient une méthode contraceptive, il y aurait quand même 6 millions d'avortements dans le monde. Donc on voit bien que ça n'est pas une réponse, parce que nécessairement les méthodes contraceptives ne sont pas fiables à 100%. On peut coupler cette explication avec le fait que dans les sociétés dans lesquelles l'avortement est élevé, il y a une forte planification familiale. Donc on voit que les femmes veulent choisir le moment où elles auront un enfant, et on peut voir que la propension à avorter va varier selon l'étape du cycle de la vie dans lequel la femme se situe. Donc par exemple, avant 25 ans, une femme va plutôt avorter, soit parce qu'elle est toujours en études, ou bien parce qu'elle est célibataire. Entre 25 et 34 ans, qui est l'âge de la maternité plutôt, les femmes vont plutôt avorter parce qu'elles considèrent qu'elles ont déjà atteint le nombre d'enfants désirés. Et puis après 34 ans, l'avortement sera plutôt envisagé si la grossesse est un frein à la situation professionnelle, ou si la relation de couple est instable. Donc une telle planification familiale a une incidence nécessairement sur le taux d'avortement, et on se rend compte que l'avortement est devenu à lui seul une méthode contraceptive. Pour autant, c'est inquiétant parce que l'avortement a des conséquences graves, que ce soit au niveau de la santé physique, mais également mentale. Donc au niveau des conséquences physiques, donc on peut en relever des conséquences à court terme, et d'ailleurs le plus grand centre d'avortement, Planned Parenthood, ne s'en cache pas, qu'il y a des risques, et précise qu'il peut y avoir des infections, des lésions du col de l'utérus, des caillots de sang dans l'utérus, et les jeunes femmes sont d'autant plus concernées par ces risques. Il y a également des risques pour les enfants à naître, parce qu'une femme qui aura avorté aura un risque plus élevé d'accoucher d'enfants prématurés ou de grands prématurés. Donc le risque est augmenté de 93% pour les enfants prématurés, et il est augmenté de 178% pour un grand prématuré, donc de naître avant 32 semaines.
Et il y a aussi un risque augmenté de 125% d'accoucher d'un enfant de moins de 1,5 kg. Donc on voit bien que c'est alarmant. Il y a également des risques pour la femme. Alors les études ne sont pas unanimes là-dessus, mais on peut quand même établir un lien entre le cancer du sein et l'avortement. Et d'ailleurs, l'Institut national du cancer aux États-Unis a fait une étude comparative de femmes qui étaient tombées enceintes, et on a pu observer qu'il y avait un risque plus élevé de 50% pour une femme de contracter le cancer, pour une femme qui avait déjà avorté, en comparaison à une femme qui n'avait jamais avorté et qui avait mené toutes ses grossesses à terme. Il y a également des risques au niveau des maladies mentales, et une femme qui avorte aura plus de risques de tomber en dépression ou d'avoir un sentiment de culpabilité ou d'anxiété. Donc par exemple pour la dépression, le risque est augmenté de 53%. Il y a également des risques d'automutilation qui sont plus élevés de 70% chez les femmes qui ont avorté. Il y a également un risque de dépendance à l'alcool ou à la drogue. Donc le risque il va être augmenté de 142% par rapport à la dépendance à la drogue et de 287% par rapport à la dépendance à l'alcool. Et les hommes ne sont pas épargnés par ce constat, donc les partenaires souffrent également de l'avortement. On peut voir qu'avant l'avortement, le taux de femmes qui vivent une détresse psychologique atteignait 57%, et en parallèle pour les hommes, ça atteignait 41%. Et même après l'avortement, énormément d'hommes se disent en détresse psychologique, et le taux atteint 31%. On peut voir qu'il y a également un risque de suicide qui est élevé pour les femmes qui avortent. Quand on compare l'avortement par rapport à l'accouchement, parce que l'accouchement peut aussi provoquer des tentatives de suicide, mais le taux va être beaucoup plus élevé au niveau de l'avortement que l'accouchement. Donc pour l'accouchement, ça va être 4,8 tentatives sur 1000 femmes qui auraient accouché, alors que pour l'avortement, c'est 13,1 tentatives sur 1000 femmes qui auraient avorté. On peut voir également qu'il y a un impact sur la relation de couple, où les couples vont plus facilement se disputer ou se séparer, et 50% des femmes, par exemple, rapportaient que l'avortement avait causé une crise majeure dans leur couple. Et je finirai là-dessus sur les risques de décès qui sont importants pour les femmes qui avortent, et notamment s'agissant de la mortalité maternelle. Alors on va nous dire également que les pays où l'avortement est interdit, ce sont les pays où la mortalité maternelle serait plus élevée. Pour autant, quand on prend l'exemple du Chili, qui est assez significatif, où une loi très restrictive est passée en 1989 pour interdire l'avortement, pour autant, à compter de cette même date, le taux d'avortement a chuté radicalement et est passé de 41 à 22 décès sur 100 000 naissances. A l'inverse, aux États-Unis, où l'avortement est très libéralisé, on atteint un taux de 44 décès sur 100 000 naissances. Donc pour finir là-dessus, les femmes qui avortent ont beaucoup plus de risques de décéder, de toutes causes confondues. Donc le risque est augmenté déjà de 80% quand on prend toutes les causes confondues. Le risque est augmenté également de 60% de mourir d'une cause naturelle. Les femmes risquent 2 fois plus d'être contaminées par le sida, ou de mourir de maladies cardiovasculaires, de mourir de violences physiques ou d'homicides. Donc on voit bien, face à un tel constat, qu'il est important que les États se positionnent et mettent en place des moyens de prévention et des solutions alternatives face à l'avortement, quand on voit les conséquences aussi graves qu'il peut y avoir sur les femmes qui avortent. Merci de votre attention.